Très chers téléspectateurs d'une vie et un parcours, bonjour, nous espérons que vous êtes bien portants. Alors merci à vous de rester branchés devant vos postes téléviseurs pour suivre ce nouveau numéro de votre magazine. Certes, l'émission vous a certainement manqué, vous également, vous nous avez manqué. Alors c'est déjà parti, nous sommes là pour reprendre et vous satisfaire comme nous avons souvent l'habitude de le faire à travers ce magazine qui met à votre disposition le témoignage de vie de toutes les personnes qui émergent dans un domaine quelconque, question de motiver les autres. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Madame Marquise Pafouah. Elle est fondatrice de l'ONG Femmes en Action Palpable. Elle est déjà avec moi sur ces plateaux. Madame Marquise, bonjour. Bonjour Madame Tania. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Vous êtes en forme, sûr? Bien sûr. Très bien. Alors, d'entrée le jeu, pouvez-vous déjà nous dire qu'est-ce qu'est FAP? Comment a-t-elle vu le jour? FAP a vu le jour le 18 juin 2018 suite à une histoire de ma vie que j'ai surmontée à ce moment-là. Et c'est comme ça que moi-même, je me suis lancée à créer une ONG. Ah, ok. Donc, tout est parti de votre histoire de vie. Oui. Nous sommes un peu curieuses de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous soyez emmenée à mettre en place Femmes en Action Palpable. À l'époque, j'étais étudiante en G3, si je ne me trompe pas. Et c'est ma mère qui soutenait un peu plus une grande partie de mes études dans tout ce que je faisais. Voilà, c'est ma mère qui me prenait en charge et autres. C'est arrivé qu'il y avait un moment où ma mère a été kidnappée par les séquences des Kamwena Sapo. Déjà bien avant, elle était à Lubumbashi. Je l'avais demandé de ne pas se déplacer, mais avec les services de l'État, elle était obligée. Elle s'est déplacée en mission de service vers la frontière des Kamako, au Kasaï. Et arrivant là-bas, elle a été kidnappée, ramenée à l'hôtel de ces milices-là, Kamwena Sapo. On a voulu tuer ma mère. Et j'avais reçu un message à 8h30 m'annonçant que ma mère est morte, que je ne puisse plus espérer qu'elle est la vivante. Ok. Kidnappée par ces gens-là, pour quelle raison? Parce qu'elle travaille dans les services de l'État. Et toute personne qui était dans les services de l'État, c'était l'ennemi direct. Et pendant que maman était au Kasaï, toi tu étais où? Moi j'étais ici à Kinshasa. Seule? Oui. Et comment vous êtes en sortie pendant cette période-là? Pendant cette période-là, j'ai rencontré une personne de ma famille avec qui j'ai causé déjà très bien avec, mais je ne savais pas que c'était un membre de ma famille à l'université. Je suis allée lui montrer la situation, comment ça se passe maintenant dans ma vie, et c'était à une semaine de ma défense. Je lui ai dit que je ne saurais plus défendre mon TFC parce que ma mère a eu des problèmes, je ne suis pas dans ma tête, dans ma peau, je vois que je dois faire un deuil et autres. Et le monsieur m'a dit, à quoi ça sert de te tracasser si Dieu est là? Mais parlant de ça, c'était déjà vers 15h. Et je n'ai rien dit. Il m'a demandé de retourner à la maison. Il a pris le numéro de ma mère. Il a appelé ma mère et le téléphone passé. C'était l'un de mes oncles qui avait décroché pour dire non, ça va maintenant, on l'a libéré. Comment? Quand? Je ne sais pas. Mais j'ai appris qu'on l'a libéré. Donc, dès cette période-là de 8h à 15h, je m'étais déjà vue comme une femme orpheline. Avec tout ce que j'ai voyé comme travail des TFC et toute autre charge que ma mère prenait. Donc ça m'a bouleversée. Sur place, j'ai failli faire une crise. J'étais déjà souffrante intérieurement. Je me voyais déjà orpheline. Je voyais déjà ma vie seule sans ma mère. Et c'est comme ça que c'était parti. Alors, comment vous êtes arrivée à mettre en place FAP? Alors, c'est à cause de cette douleur-là. Quand je suis rentrée, on m'a appris que ma mère est vivante, elle a été libérée et autres, on a payé des cautions. Je suis restée, je me vois en étape de une femme ou une fille à l'époque qui avait des parents, sans maintenant parents, qui s'appellent maintenant orpheline. Et passer à l'échelon où on te dit non, tes parents sont encore vivants, c'était une vie entière que j'avais vécue, je ne savais pas. Par là, je me suis posé la question, comment se sentent les orphelins? Comment se sentent les orphelins de savoir qu'ils n'ont pas de parents? Ils grandissent comme ça, peut-être dans la rue, dans des orphelinats avec des personnes qu'on ne connaît pas, peut-être il n'y a pas d'affection et autres. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une association ou une ONG
pour subvenir aux besoins des orphelins, être beaucoup plus près d'eux. Et suite aussi avec les filles mères et autres. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancée avec les idées. Et donc là, à cette période-là, si je comprends bien, c'était d'abord une idée en tête et c'est en 2018 que l'idée a pris corps. Ouais. Alors, c'est quoi votre mission? Notre mission, c'est de rendre d'abord autonome la fille mère qui se croit qu'en étant une fille mère, il n'a plus d'avenir avec elle. Pourquoi seulement la fille mère? C'est quand même curieux. Pourquoi pas les filles de façon générale, mais cet accent-là sur les filles mères? Notre action sur les filles mères, c'est parce que moi-même, d'abord, je suis victime de cela. Je suis une ancienne fille mère parce que maintenant, je suis quand même une femme. Okay. Donc, je suis une ancienne fille mère. J'ai eu à déconner dans ma vie. Dans ma jeunesse, j'ai rencontré un monsieur, patati patata, avec tout ce qui est arrivé, je suis tombée enceinte. En tombant enceinte, je ne pouvais pas dire ça à mes parents. Je ne savais pas comment m'en sortir. Déjà, il y avait la guerre entre mon père et ma mère. Mais concernant leur vie de couple, et ça n'a pas été facile. Il y avait ma mère qui devait faire ma couverture. Et j'avais quitté la maison chez mes parents, chez mon père, parce que c'est lui vraiment qui m'a aidé à avancer un peu dans la vie et tout. Je devrais rejoindre la vie de ma mère, que je ne savais pas, parce qu'eux tous deux sont divorcés, depuis que j'avais une affaire de 2 ans. Donc, allez-y comprendre que ça n'a pas été facile pour moi. Et quand je suis allée voir ma mère, je ne l'avais pas dit que j'étais enceinte, j'ai gardé ça. Intérieurement, je voyais comment ma maman va réagir, elle est un peu trop rigoureuse et tout. Mais après, l'annonce est sortie que j'étais enceinte. J'ai lutté d'ailleurs à avorter, mais ça n'a pas marché avec mon organisme, ça m'a rendu dans des maladies, ainsi de suite. Après, j'ai eu quand même à survivre avec ça. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première fille. Ok, et comment tu t'es relevée après cette étape qui était quand même difficile pour vous à surmonter, surtout qu'il n'y avait pas maman avec vous, ni papa, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait surmonter seul. Comment vous avez fait? Ce qui est sûr et certain, ça n'a pas été facile. Et je me suis rabaissée premièrement parce que je sais qu'avec maman, ça pouvait marcher qu'avec papa. Papa, quand il dit A, ça reste A, mais avec ma mère, elle a toujours ce cœur-là d'une mère. Je me suis recourue dans la famille de ma mère. Il y a l'un de mes grands-pères qui est toujours là, avec qui j'ai essayé de partager l'histoire et qui a essayé un peu de corriger ma mère sur sa décision de dire qu'elle n'est plus ma fille parce que j'ai été bannie de la famille. Donc tu as subi le rejet de la famille? Oui, j'ai subi le rejet de la famille. De la société aussi? De la société aussi. Je n'avais pas déjà des amis à l'époque. Et quand on demandait dans la famille, il y a mes cousins qui disaient qu'on entend parler qu'elle a fui avec un homme. Donc c'était un peu ça. On avait déjà sali mon image à ce point-là. Et il y avait ma mère qui m'avait reçue malgré tout, qui a accepté de me prendre en charge, de m'aider jusqu'à ce que le monsieur est venu. Il a voulu reconnaître son enfant. Il a voulu se mettre dans la légalisation des choses, bien que ce n'était plus dans mon assiette. Mais je n'avais qu'à faire ça pour sauver la vie de ma fille. Et c'est avec les temps, on s'est mis en couple, avec les temps, tout marchait très bien. Mais ça a encore plus sombré au moment où j'ai reçu ma belle-mère à la maison. Étant toute petite, il y a ma belle-mère qui vient, qui me dit dans ma vie, je n'ai jamais rêvé, et dans mes rêves, encore moins, je ne peux pas accepter une métisse dans ma famille. Parce que la fille est née d'un père blanc, un Belge. Moi-même, je suis une Congolaise. Donc, ça n'a pas été facile pour moi. C'est là où l'enfer a commencé encore plus qu'avant. Alors, dans ces combats-là, je me suis enfuie avec l'enfant à l'égard de son père parce que ça ne marchait pas. Vous savez, les hommes sont beaucoup plus aussi attachés à leur mère. Quand la maman dit, il peut dire non, mais après, ils se sentent manipulés. Donc c'était un peu ça en général. J'ai essayé de recourir de moi-même. Quand bien même il y avait les études qui m'attendaient, je devais faire l'université, je devrais affronter certaines autres étapes. Alors Dieu m'a fait grâce, j'ai quand même étudié. C'est en arrivant en G3 que j'ai eu mon diplôme et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé à faire une couverture à ma fille. Donc la grossesse était avant que vous ne finissiez vos études? Oui, c'était avant. Avant même d'entamer le G1. Ok. Et malgré ça, vous avez quand même trouvé cette force-là de poursuivre vos études. Oui.
Et c'est pendant cette période que vous avez rencontré une personne qui Oui. s'est proposée Un comme... prétendant, si on peut dire. Ok, et il a accepté de prendre en charge votre fille également. Oui. Cette personne, il est venu comme ça pour m'aider d'abord premièrement. Et comme c'est un expatrié aussi, je lui ai dit la vérité, que j'avais une fille que je devais protéger suite à tout ce que j'ai vécu déjà. Et à l'époque, je faisais l'HP, l'habitation personnelle. J'ai loué un petit studio. J'étais vraiment abandonnée de soi. Je n'avais pas de famille, je n'avais pas Donc d'amis. pendant cette période tumultueuse, tu n'avais personne sur qui compter. Je n'avais personne sur qui compter. Et c'est cette personne. Et tu faisais de petits jobs pour poursuivre tes études. Comment ça se Mes passait? études ont été financées toute l'année académique et je n'avais que ça comme avantage. Les restes, TPI, je ne sais pas moi quoi, les transports, le vêtement et autres, ça réunit sur moi. Et ce que je vendais à l'époque, c'était des petits babouches. Ok. Les babouches des jeunes filles qui portent des numéros 38, 39 et tout, c'est ce que je vendais. Et je faisais les services des codés FISA, comme on dit à Lingala. Ok. Je donne, quelqu'un vient me donner après l'argent un prêt. Et c'est ce qui m'aidait à survivre. Après, j'avais eu un petit boulot qui m'aidait avec un salaire de 100 $ et un petit transport. Je me suis focalisée sur ça. J'ai économisé et ça m'a aidé à m'en sortir. Ok, et donc c'est comme ça que, avec le temps, vous avez fini des études à l'université. Oui. C'est à l'ISIPA déjà? Oui, c'est à l'ISIPA. Et c'était en quelle année? Je ne me rappelle plus. Ok. Parce que ça, La licence ça ou date juste vraiment. C'était votre d'abord les graduat? graduats. Je finis avec les graduats, j'ai rencontré la personne est venue dans ma vie comme un prétendant et tout, mais qui voyait plus ma personne professionnelle, plus qu'une femme qu'on veut pour les aventures et autres. Et j'avais accepté, ça n'a pas été facile pour moi. Il m'a quand même pris, il m'a donné un logement, il m'a exigé de rester dans le logement où lui va me donner, me proposer avec l'enfant. Et il a fait une couverture à ma fille pour avoir une protection et regagner ses documents de Belge et autres. Et il a même adopté ma fille. Ok. Et avec lui, vous n'avez pas eu d'enfant? On n'a pas eu d'enfant, malheureusement. Vous n'avez que votre fille, la seule fille? Oui. Je peux dire qu'on a eu des enfants parce qu'on a adopté des enfants avec lui. Oui. On a adopté des enfants. Et je suis restée avec lui, il m'a donné le travail, il m'a aidé à me propulser, à ressortir. C'était comme un mentor pour vous? Oui, un mentor. Et c'est comme ça que je suis restée. Je fais la couverture à ma fille, j'ai regagné l'État européen pour trouver des documents à ma fille. Ma fille a pu voyager. Quand elle est partie, c'est là où je me suis sentie encore plus équilibrée. Et c'est là où je me suis lancée maintenant dans ma vie professionnelle et estudiantine. Je suis allée étudier aussi en France. Je fais la licence professionnelle avec le programme de LMD dans le commerce international plutôt. Et c'est avec ça que je suis retournée à Kinshasa pour continuer encore avec la licence à l'ISIPA dans le génie logiciel. Et je me suis officialisée avec les messieurs dans tout ce qui est la vie de protection avec les enfants. Et c'est là où mon rêve est né encore plus, de matérialiser le projet de Femmes en Action Palpable en 2018 là. Et tout a commencé par là. J'ai créé une ONG que j'ai mis en place avec une entreprise encore que je me rappelle, une fondation en même temps, ainsi qu'une autre entreprise que je viens de créer en 2020. C'est là où tout a commencé, j'ai débuté ma carrière. Et ce sont vos propres efforts? Pas de soutien de papa ni de maman? Non, non, c'est pas le soutien de papa ni de maman non plus. Ok, alors à ce stade, pourrais-tu affirmer que tu as déjà atteint 70% de tes objectifs fixés par rapport à l'ONG Femmes en Action Palpable? Je peux dire oui. Je peux dire oui parce que ça n'a pas été facile pour moi. Mais j'ai eu quand même à tout réaliser, tout mettre en place, malgré les combats que nous avions tous les jours. Je peux dire oui. Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez FAP? Depuis que je FAP, premièrement, ça m'a rendue heureuse. Parce que je réalisais mon plus grand rêve aussi en même temps. C'est là que je me souviens très bien que j'avais ces rêves-là, toute petite. Je ne l'avais pas encore bien stabilisé dans ma vie. Et à part être heureuse, ça me donne de la force de voir que je suis sortie du banlieue, devenir une femme devant tout le monde, affronter tout un monde,
de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Je n'ai ni froid aux yeux et ça me rend vraiment forte. Ok. Et les recrutements de femmes mères ou des filles mères, comment ça se fait? Comment ça se passe? Ça se passe de bouche à l'oreille pour faciliter la tâche. Parce qu'avec les filles mères, c'est pas facile de venir directement la parler et l'accepter. Non. Je pars moi-même, je m'habille comme eux, je me transforme, je me rabaisse un peu à leur niveau. Et je vais dans les quartiers, je pose des questions, les gens me disent oh, non, il y a une fille mère telle part, il y a une fille mère ça et là. Il y a aussi l'équipe qui me soutient dans ça. Je parle avec les filles mères, je leur montre mon exemple au moins, comment, par où j'ai commencé. Je ne suis pas devenue directement la marquise qui est aujourd'hui, non. Je suis une marquise qui vient de très loin, qui a failli mourir avec un enfant, de faim, allez-y comprendre, et de manquer quoi manger ou manquer quoi s'habiller. Surtout, on peut manquer nous étant que parents, mais les enfants, ça tue en fait à petit feu. Donc, je leur montre moi mon exemple et je leur demande de venir vers moi dans l'ONG. On va recadrer leur vie, on va leur aider à devenir autonomes, on va leur aider à réaliser leurs rêves, on va leur aider à se donner confiance en soi. À part le fait qu'elles soient de personnes, des filles mères, y a-t-il d'autres conditions dans leur sélection? Je ne sais pas, un niveau d'études? Avec les niveaux d'études, déjà, c'est 0. Je prends n'importe qui. Même si tu as 0 niveau d'études, ou D6 comme on appelle, diplômé d'État, ou je ne sais pas, gradué, mais qui s'est renfermé en soi. Moi, les niveaux d'études, ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est la personne, c'est son enfant, c'est sa vie, c'est son avenir. C'est ça l'importance. Pouvons-nous savoir ce que vous leur chuchotez à l'oreille quand vous dirigez vers elles? Premièrement, je leur parle de ma vie. C'est ce qui est plus important. Par exemple, je pars dans un milieu, on me dit, il y a une fille mère qui est là, qui ne sort pas, qui ne veut pas manger parce qu'elle a honte d'elle-même. Elle s'est dit que comme je mise au monde, c'est que c'est terminé. Peut-être elle a vécu les violences ou elle a été violée par quelqu'un pour tomber enceinte, tout ça. Je viens, je commence d'abord à rire. Je peux parler lingala si ça ne dérange pas. Je viens, je dis, ah ma copine, beta, tala, yo mninga nanga, oh banganya, tiens, bah, son assez, ta famille, là, mais katina ko beta famille au bimba. Je blague un peu comme ça. Après, j'appelle la fille. Déjà, quand elle commence à rire, elle se met en confiance. Et je l'appelle, on se met par terre. S'il y a même à manger, on mange par terre. Là, je commence à parler avec elle. Voilà, moi, ma vie, c'était comme ça. Je suis passée par là où tu es aujourd'hui. Je peux t'aider à t'en sortir. Quels sont les rêves de ta vie? Tu aimes bien étudier? Tu aimes faire quoi? Travailler quelque part ou entreprendre et tout. Et vous allez voir que la dame va se confier. Je note, je ne prends pas ça à la légère. Je note parce que c'est une confidence. Et puis, on y travaille là-dessus. Je la donne des rendez-vous. S'il s'agit de l'aider avec le transport, je l'aide. Elle vient se présenter et on commence. Et quand vous le ramenez dans votre ONG, y a-t-il de changements remarquables qui se sentent? Oui, il y a des changements remarquables, comme par exemple une fille qui ne veut parler à personne. Déjà, elle commence à parler à tout le monde. Et une fille qui avait du mal à te parler parce que quand elle entend parler des coordonnatrices de l'ONG, la fondatrice elle-même, elle se sous-estime un peu pour dire que non, ça ne va pas aller. Asa plus élevée que moi et pourtant ce n'est pas le cas. Vous allez voir que la fille va venir, elle va parler avec toutes celles-là qu'elle va trouver sur place. Et après, quand elle viendra vers moi pour me parler, c'est facile qu'elle vienne même me faire un câlin, me parler, yaya, talakutu, mananayo, tout ça, des histoires impeccables. Et par rapport à l'âge, il y a une tranche d'âge délimitée de 16, je ne sais pas comment ça se passe. Par rapport à l'âge, nous acceptons les enfants déjà à partir de 14 ans jusqu'à 30 ans. Pourquoi 30 ans? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, elles grandissent avec leur corps, mais pas avec leur tête. Elles grandissent avec l'âge, mais pas avec la tête. Elle a peut-être 30 ans, mais elle n'a rien dans sa tête. Elle s'attend à un mariage gracieux qui tombe du ciel. Elle s'attend à aller se faire abuser pour avoir quoi que ce soit. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui l'aide au moins à devenir une personne, même sans bagage intellectuel comme diplôme et autres, elle va s'en sortir. Donc, vous leur aidez à prendre conscience en elle. À prendre conscience en elle, à travailler, réaliser les rêves par rapport à ce qu'eux veulent faire. S'il y a une qui me dit « j'aimerais être comme toi », d'un coup, je vais commencer à l'encadrer jusqu'à ce qu'elle entre au sein de l'ONG. Elle commence même à travailler à l'ONG. Ok, donc d'où ma question, qu'est-ce que l'ONG met en place pour elle?
Nous mettons en place pour elle le métier, la formation des différents métiers. Nous avons la coupe-couture qui est la base, parce qu'avec la coupe-couture, même si tu as une telle machine, tu peux facilement coudre. Même devant ta maison, tu as de la clientèle. Il y a la coupe-couture, il y a l'auto-école, il y a l'esthétique, il y a plusieurs métiers qui sont là pour leur apprendre. Même les métiers qu'on appelle le métier des hommes, vraiment pour nous, on peut aussi l'apprendre aux femmes. C'est quand même injuste. Vous avez juste pris les filles mères et pas les hommes. Je vais être un peu trop choquant avec les gens qui nous suivent. Je suis l'une des femmes qui a traversé des très durs et sombres moments. Et déjà, étant une femme, je sais ce que c'est être une femme. Vous pouvez venir, une vous femme me seule regarder. avec enfant. Oui, une femme seule avec enfant. Vous pouvez venir là, je vous regarde juste, je me dis, Madame Tania a un problème. J'essaie d'abord de vous faire rire, de vous faire enlever ces soucis-là. Les hommes, oui, nous aidons aussi les hommes ou les jeunes garçons. Mais nous sommes beaucoup plus basés sur la femme, focus sur la femme, parce que c'est la femme qui est au centre de tout. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc si cette femme-là a déjà 2-3 garçons, si elle n'a pas acquis l'éducation ou l'encadrement quelconque, c'est foutu. On n'aura que des koulouna, des enfants de la rue et tout ça. Alors pour les femmes qui vous suivent, les femmes mères qui aimeraient entrer en contact avec l'ONG, comment devraient-elles procéder? Elles peuvent nous appeler, vous me permettez de Bien dire sûr. Elles peuvent nous appeler au 09 99 78 93 67. Et appelez-nous à n'importe quel moment, nous répondons et nous recevons tous les jours les filles mères. Vous n'avez pas de site web? Pardon? Des sites web, il n'y en a pas? Pas encore pour l'instant. Et vous n'avez pas de... Outre cela, nous sommes sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et sur les Zoom. Il y en a aussi de réunions que nous lançons par-ci par-là. Voire même sur TikTok aussi, il y en a. Il y a de petites vidéos que nous lançons juste pour atteindre toutes ces personnes-là. Ok, une question de curiosité. Vous avez fait le choix d'entreprendre. Pourquoi pas de se faire aussi engager dans un bureau? Pourquoi ce choix de l'entrepreneuriat? Comme je l'ai dit, je cherchais du boulot. Auparavant, je travaillais. Avec mon mentor, je travaillais. Et jusqu'aujourd'hui aussi, je travaille avec lui dans la compagnie. Mais se faire engager comme tel ou se donner cette facette-là de se faire engager, non. Pourquoi? Parce qu'une fois, je suis allée demander de l'emploi, j'ai introduit mes dossiers, je parlais avec la personne, un directeur de sécurité personnelle et tout. Il m'a accepté, après il m'a appelé, nous étions au nombre de 3 filles, il m'a appelé moi personnellement, il m'a donné un rendez-vous et il a failli abuser de moi. Ok. Je me rappelle, c'est l'un des premiers assassinats, je peux dire, non, c'est pas l'assassinat, l'un des premiers péchés que j'ai eu à commettre dans ma vie. Quand je vis que le monsieur voulait abuser de moi, il y avait une bouteille sur la table, je l'ai visé là, à la crâne, je ne sais pas s'il était tombé malade, s'il s'est rétabli ou quoi, et je me suis enfuie. Ok. Depuis lors, je me suis dit, pourquoi aller chercher du boulot? Parce que ça viendra toujours. D'accord. Alors, pour ne pas me faire harceler, je me suis dit, je vais me créer moi-même de l'emploi. Ok, alors, fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de suivre une vie, un parcours qui, à ce jour, a reçu pour vous, Madame Marquise, parfois. Nous allons déjà passer à la seconde étape de notre émission consacrée à une série de questions casse-glace. Ok. Voilà, alors dans ces contenants bleus, il y a une série de 10 questions. Vous ne devriez choisir que 5. Je vous laisse le choix, vous choisissez et moi je lirai la question, ensuite vous répondrez. C'est parti. D'accord, je vais essayer. C'est à moi de lire. Merci. Non, vous répondrez d'abord à cette question. Après, pourquoi l'appellation FAP pour ton ONG? Pourquoi l'appellation FAP? Parce que moi-même déjà je suis une femme. L'ONG Femmes en Action Palpable, c'est l'idée motrice d'une femme, venant d'une femme. C'est vrai qu'il y a d'autres membres fondateurs, mais je suis moi-même la première personne femme.
Alors c'est pourquoi je voulais que ce soit femme en action. Les actions, c'est par rapport aux actions que nous menons sur le terrain, qui sont palpables, visibles. Ok, d'accord. On passe à la deuxième question. À quoi ressemblent tes rêves? À quoi ressemblent mes rêves? Mes rêves ressemblent à une femme autoritaire, une femme qui détient le pouvoir et indépendante. Indépendante aussi et autonome surtout. D'accord. La troisième. C'est stressant. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie et qu'est-ce que vous détestez? Ce que je déteste plus d'abord, c'est voir la femme être marginalisée, tabassée, subir toutes sortes de violences basées sur les genres. C'est ce que je déteste plus. Ce que j'aime plus faire, c'est être auprès des enfants, causer avec eux, discuter avec eux et les aider à réaliser leurs rêves. Tu es amie des enfants? Oui. D'accord. La quatrième. Qui est Marquise Parfois? Marquise Parfois, c'est une femme ambitieuse qui détient beaucoup de qualités en elle, professionnellement parlant, et qui a encore beaucoup plus à faire dans l'avenir. Très bien. Et la dernière question. Prends la dernière question. Je vais Seriez-vous prête à tout abandonner pour un mariage à ce stade de votre vie si un homme vous demandait de le faire? Sinon, pourquoi? Pour être sincère, je ne suis pas prête. Okay. Je ne suis pas prête d'abandonner ce que je fais, tout ce que j'ai eu déjà à entreprendre, tous ces efforts, tous ces sacrifices. D'abandonner juste pour un mariage, je ne suis pas prête pour ça. Le pourquoi? Parce que la personne qui fait de moi doit m'accepter telle que je suis avec ce que j'ai et m'accompagner dans ces combats. Ouais. Ok, très bien. Alors, c'en est fini pour cette série de questions casse-glace. Cette émission tend déjà à sa fin. Madame Marquise, un message adressé à toutes les filles mères. Ce que je peux dire aux filles mères, c'est d'être fortes. L'avenir ne se limite pas à mettre au monde avant ou indésirablement de leur volonté. Nous sommes là pour les aider. Si elles ont besoin de l'aide, elles peuvent nous contacter. Je suis là personnellement pour elles. Très bien. Elle est là personnellement pour vous. Alors, nous venons là de suivre une description du parcours de Madame Marquise Parfois. Elle a répondu à toutes nos questions dans le but de donner une motivation à ceux qui nous regardent maintenant et qui croient n'avoir pas eu de chance. La vie n'offre pas de chance, la vie offre plutôt des opportunités qu'il faut savoir saisir au bon moment, disons au moment opportun. Alors, un tout dernier mot de la fin. Le dernier mot de la fin, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Merci. Et je remercie toute l'équipe qui ne s'en sort pas la dernière fois. Nous serons toujours là. Ok, très bien. Un dernier mot pour la famille, on n'a pas. Pour les bébés, la fille. Je remercie personnellement, je peux citer les noms? Bien sûr. Je remercie personnellement Papa Ogi Kabongo, la personne à qui je porte vraiment dans le cœur et qui m'a beaucoup soutenue durant un très grand combat et pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je ne sais pas comment lui rendre cela. Je lui remercie de tout cœur. Et je salue ma famille, je salue mes petits bébés ainsi que tous les enfants orphelins. Alors, cette émission est complètement terminée. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cet entretien. Merci également à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ne cessent de nous soutenir. J'ai fait un grand coucou à Bélar Moutombo, un grand coucou à Yann Gangou, un grand coucou à Arlette Mouadi, sans oublier Elisana, CEO de Bestie Beauty, qui nous a rendu
toute belle, toute magnifique. Un très grand merci à l'équipe technique de CML13 Télévision. Je vois Andréane Zolamesso, Joël Mouka, John Katamboué, Claudine Zita et un grand merci encore à notre DG Louis-France Kouzekessa ainsi qu'à son adjointe Sandra Mutombo pour leur confiance renouvelée en ma personne. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ça sera avec le même plaisir. Au revoir.